Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine en l'occurrence. Nous en profiterons pour faire un bilan sur les fonds immobiliers et peut-être plus particulièrement sur les SCPI à mi-année pour les 6 premiers mois de l'année. Des fonds immobiliers qui performent bien, voire très bien sur les 6 premiers mois de l'année. Nous en parlerons dans un instant à la lumière des chiffres publiés par l'ASPIM avec Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM justement, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'épargne salariale, aux dispositifs d'intéressement ou de participation. Ceux-ci ont légèrement évolué depuis la loi pouvoir d'achat promulguée cet été, donc en août dernier, qui permet notamment des cas de déblocage anticipé, des cas de mise en place facilitée de dispositifs d'épargne salariale au sein des entreprises ou qui a lancé la PPV qui vient remplacer la PEPA ou la prime Macron. Nous verrons un petit peu ensemble quelles sont ces évolutions et comment les prendre en compte dans une stratégie patrimoniale. Nous en parlerons avec Benjamin Pedrini, le directeur général d'Epsor, mais aussi avec Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis cette émission Smart Patrimoine avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié au sujet immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la pierre papier, l'investissement dans les fonds immobiliers avec Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM. Bonjour Jean-Marc Colly. Bonjour. Merci. Bienvenue à vous sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous d'être présent. L'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, a publié des chiffres de bilan à mi-année, finalement de prise de pouls de ce secteur immobilier à mi-année, et le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'investissement dans les fonds immobiliers se porte bien pour les 6 premiers mois de l'année 2022, Jean-Marc Colly. Alors, il se portait déjà assez bien l'année dernière, puis tous les petits nuages qu'on voit s'amonceler, les risques économiques, les risques politiques font qu'il y a souvent un réflexe de protection des épargnants et qu'ils se tournent assez fréquemment vers l'immobilier. Alors, bon, c'est très caractéristique sur le début de l'année, un peu plus de 8 milliards d'euros de collecte, c'est 40 ou 50% de plus que ce que l'on avait fait sur la même période l'année précédente. D'accord. Là, pour le coup, sur l'intégralité des fonds immobiliers, c'est ça ? Sur l'intégralité des fonds immobiliers, parce que justement, ils ne sont plus aussi homogènes. Bien sûr, il y a les SCPI, un peu plus de 5 milliards de collecte. Il y a encore les OPCI, mais un peu moins, enfin c'est plus compliqué. D'accord. 100 millions d'euros de collecte. Et puis il y a une nouvelle race de fonds immobiliers, les unités de compte immobilières dans les contrats d'assurance vie ou dans l'épargne retraite et l'épargne salariale, qui progressivement prennent une part de plus en plus importante, et ça représente à peu près 2,5 milliards de collecte sur la première partie de l'année, ce qui est déjà important. Donc pour un nouveau venu finalement qui s'appelle les unités de compte immobilières, qui est un peu moins connu du grand public, mais qui progresse quand même. Voilà, dans cette enveloppe fiscale qui est l'assurance vie. Donc une collecte importante, sans doute due bien sûr à ce que des gens viennent chercher sur l'immobilier, c'est plutôt une régularité de la distribution, et puis une liquidité quand même, parce que c'est juste l'élément essentiel, ils sortent quand ils veulent sortir, et puis peu ou pas de valorisation, ou un peu de dévalorisation, mais quelque chose d'assez limité. Pour donner un petit exemple, parce que je trouve que ça fixe bien le cadre, 2008, début de la crise immobilière, enfin début de la crise financière, l'immobilier, les SCPI rapportaient à peu près sur une année 5,80 de rendement. D'accord. On a vécu toute la période de compression des taux, jusqu'à avoir des taux négatifs, et en moyenne aujourd'hui, la SCPI rapporte à peu près 4,50, 4,60 tous les ans. Donc ça a un effet amortisseur à des éléments de marché parfois longs, 2008-2022. Bien sûr, et ça se reproduira sans doute dans l'autre sens avec la remontée des taux. C'est ce que les gens viennent chercher, cette régularité de la distribution résultant Donc ce que vous dites, c'est que quand il y a une contraction des taux, en fait, il n'y a pas une contraction du taux de distribution aussi forte dans des fonds immobiliers, notamment des SCPI. C'est ce qu'on a vécu de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce côté protection que les gens viennent chercher sur l'immobilier. Et puis alors, particulièrement dans cette période. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'effectivement, là, on parle d'un bilan à mi-année. On peut voir quand même un certain nombre de questionnements ou d'angoisses sur les investissements, que ce soit les investissements sur les marchés financiers, dans l'immobilier, sur le résidentiel plus particulièrement, sur l'achat de sa résidence principale ou autre, sur des investissements parfois un peu plus alternatifs dont on peut parler dans Smart Patrimoine. On voit qu'il y a un certain nombre de questionnements, d'inquiétudes en lien avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec les liquidités qui sortent mécaniquement des marchés financiers, avec la hausse des taux des banques centrales en Europe ou aux États-Unis. Pour l'instant, ça ne semble pas trop inquiéter les investisseurs dans les fonds immobiliers.
Alors, ça les préoccupe, D'accord. ça les renvoie à l'immobilier. Enfin, le point majeur aujourd'hui, c'est le retour de l'inflation. Mhm. Et il n'y a pas un produit qui soit mieux protégé que l'immobilier contre l'inflation. Pratiquement dans le monde entier, tous les baux et les loyers sont indexés. Donc si les prix augmentent, les loyers augmentent. Et puis la valorisation se maintient, parce que même si les taux viennent à augmenter sur des loyers qui eux-mêmes ont augmenté, on a quelque chose d'assez stable en période inflationniste. Donc cette crainte inflationniste, qui n'est plus qu'une crainte, même si elle est temporaire, Bien sûr, assez forte, elle est un élément qui amène les investisseurs vers le placement immobilier. Alors, c'est jamais aussi blanc, c'est pas parce que ça augmente de 5% que les loyers augmentent de 5%. Encore faut-il avoir on rappelle le principe des fonds immobiliers, donc en fait on investit dans de la pierre, ensuite on le met en location, donc on a des clients qui payent un loyer tous les mois, donc effectivement c'est du chiffre d'affaires garanti entre guillemets, mais tant que le client peut payer et peut, entre guillemets, assumer cette hausse de loyer. Alors, c'est ça pour ça que ça protège contre l'inflation, mais pas instantanément. Et imaginez pas que les revenus des SCPI augmentent de 5%, parce que nos locataires ont des périodes dans lesquelles on augmente leur loyer, c'est pas possible. Mais sur une période de temps, on finit par récupérer le montant de l'inflation. Parfois, on peut même être encore plus solidaire de la situation, et c'est ce qui s'est passé à la fois au mois de décembre et là récemment. Les propriétaires immobiliers, gros, petits, et nous, beaucoup de petits porteurs ou des petits propriétaires, on a accepté de dire, bon, l'inflation est forte, il faut qu'on accompagne les gens qui utilisent nos locaux, qu'ils soient les gens dans le résidentiel ou qu'ils soient même dans le commerce. Et on a accepté de plafonner les effets des indices et donc d'indexation de nos loyers pour aider ces gens-là à traverser cette période. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce, mais on traitera plus tard et on récupérera plus tard cet effet. Donc il y a toujours un effet décalage entre l'indexation et sa conséquence, mais il y a les lycées dans l'immobilier et globalement on suit à peu près la hausse des... Parce que pour faire un peu de pédagogie pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient ces placements d'un petit peu plus loin, il y a eu des mesures du gouvernement en ce qui concerne les particuliers, mais il n'y en a pas eu pour le coup pour les locataires professionnels. Pour le commerce. Ils ont plafonné aussi l'indice des commerces à 3,5% pour l'année qui vient. Donc les commerçants ne verront pas leur loyer augmenter de plus de 3,5%, même si l'inflation est un peu plus forte. Mais bien évidemment, il y aura après, dans le temps, des rattrapages de cet effort fourni. Et c'est la contribution de l'immobilier et des gens qui gèrent l'immobilier et des propriétaires de l'immobilier, pas toujours des gros, des petits propriétaires, à l'équilibre général de l'économie, et ça méritait d'être souligné. D'être souligné. Donc l'indexation n'est pas forcément automatique, même si normalement l'idée c'est quand même de retrouver cette augmentation cette augmentation du coût de la vie dans notamment les loyers. Si je reviens sur les 6 premiers mois de l'année, donc là on a parlé des fonds immobiliers de manière générale. Il y a donc les SCPI qui sont potentiellement les fonds immobiliers les plus connus des Français et des épargnants qui affichent un taux de distribution de 2,15 à mi-année. De 15 à mi-année, alors oui, variable, c'est la moyenne tout ça. Oui, bien sûr. Oui. De 15. Ça correspond à peu près au sentiment de l'année globale où on était à peu près à 4,30, 4,50 l'année dernière, on sera à peu près à ce niveau-là cette année. Bon, c'est le reflet d'une demi-année correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher du 4,30 à la fin de l'année, c'est ça? Oui, voilà, 4,30. Alors après, le placement immobilier, il est bien composé de 2 éléments. Il y a la distribution, bien sûr. 15 ans. Puis après, il y a la valorisation. Quand vous achetez un appartement, vous regardez ce qu'il peut vous rapporter. Bien sûr. Comme loyer. Le sujet qui angoisse un certain nombre de gens aujourd'hui, effectivement, encore les unes de la presse patrimoniale. Ouais. Donc, on est assez confortable sur la partie des loyers. On l'est globalement sur la partie des valorisations parce qu'on ne voit pas de mouvement significatif. Mais on sent bien que si il doit y avoir une petite difficulté, ça serait plutôt sur la valorisation que sur les revenus. Par contre, on ne voit pas pourquoi il y aurait une grosse difficulté ou une difficulté. Parce qu'en réalité, les actifs, il y a beaucoup d'argent sur ce marché. Les actifs se butent, s'achètent et se vendent. Les prix sont toujours soutenus parce qu'il y a beaucoup de capitaux. Mais voilà, ça peut être avec l'augmentation des taux. C'est là moins les loyers, mais l'augmentation des taux relativement forte. Bien sûr, complètement. Si ça se retrouve dans les taux de rendement des immeubles. Voilà. Donc on jouera encore une fois le rôle d'amortisseur. L'immobilier jouera son rôle d'amortisseur. Il n'y aura pas une remontée des taux de rendement aussi forte que de la remontée des taux, mais il peut y avoir des petits mouvements. Donc voilà, confiance sur la distribution, globale confiance sur la valorisation, mais avec sans doute des réalités différentes selon la nature des immeubles. Justement, si on parle de valorisation, en fait, un immeuble de bureau n'a pas la même réalité qu'un immeuble d'infrastructure ou qu'un immeuble loué pour des activités de santé. Est-ce que vous constatez que ce soit en termes de performance ou en termes d'appétence des épargnants, des différences de comportement sur des secteurs d'activité? Alors, la grande nouveauté, mais depuis quelques années, c'est que ces porteurs de parts qui sont en réalité des investisseurs qui viennent chercher du rendement ou de la valorisation, ils se mettent à avoir un comportement
sociétal, c'est-à-dire ils vont investir là où ils pensent que ça va être utile. D'accord. Sans doute un comportement des jeunes. Hein. On voit beaucoup de choses dans la logistique, parce que vos derniers kilomètres ou pour vous servir tous les jours par Internet, Bien sûr, il faut bien la logistique. On le voit en matière de viager, par exemple, sur le vieillissement de la population, où on a des fonds qui sont bien créés. Et puis on le voit beaucoup sur la santé, hein, ça représente 14% de la collecte, où les gens savent très bien qu'on va avoir un problème de vieillissement de la population, un besoin d'EHPAD, de maisons de résidence, de logement pour les personnes âgées. Et ils investissent à la fois parce que le rendement leur semble sûr, puisqu'on en a besoin, mais aussi parce que cette fonction sociétale, ça rend service à la partie de la population qui veut le faire. Donc c'est ce comportement qui est en train de se dégager et qui explique qu'on a beaucoup de création de fonds, peut-être moins généralistes et plus particuliers sur certains secteurs, pour jouer ça. Et puis ceux qui aiment, à l'inverse, avoir quelque chose qui est de mieux mutualisé, donc d'encore plus régulier, prendront des gros fonds généralistes dans lesquels il y aura tous ces compartiments. Donc là où c'est diversifié effectivement sur tous les secteurs d'activité ou toutes les typologies d'investissement qu'on peut trouver dans les fonds immobiliers. Et diversifié aussi sur l'aspect régional et physique. Et ça joue beaucoup. France. Vous voyez des grosses différences, je ne sais pas moi, entre Paris et la région, entre le centre, le cœur urbain et des zones un peu moins denses, ou entre la France et d'autres pays d'Europe? Il y a toujours eu des différences. Hein. On sait bien qu'un actif en région rapporte un peu plus qu'un actif dans le centre de Paris, mais que sa valorisation sera peut-être moins forte dans le temps. Donc il y a toujours eu des différences, et puis des différences sur les secteurs aussi, et puis des différences géographiques. Pendant un temps, l'Allemagne a été l'Eldorado, mais d'autres sont allés en Lituanie, en Estonie, en République tchèque. Il y a encore, voilà. Mais là, du coup, début 2022, la tendance est quoi? Plutôt à des investissements en France, ou vous avez encore des grosses collectes sur... Une trentaine de % des investissements réalisés par les fonds sont réalisés à l'étranger. D'accord. Hein, okay. Donc c'est entré dans les mœurs, et on va chercher à l'étranger, ou des secteurs qu'on a moins, ou une sécurité, ou quelque chose qui apporte au fond, plutôt généraliste ou particulier, une sécurité ou un élément particulier qu'on trouverait ou qu'on aurait du mal à trouver en France. Voilà, c'est ça la nouveauté dans les produits de placement, hein, des produits très spécifiques ou des produits généralistes qui vont chercher d'autres classes d'actifs. Dernière question, Jean-Marc Collis, sur le bureau. Le bureau, ça pose beaucoup de questions, hein, avec effectivement le télétravail ou les emplacements. Vous parliez de valorisation tout à l'heure. Est-ce que vous constatez, en termes de collecte ou en termes de performance, peut-être un désamour pour l'investissement dans le bureau, ou c'est pas ce que vous voyez dans les chiffres? Pas vraiment de désamour, ça représente toujours 45% du... Ouais. C'est normal. Près de la moitié, ouais, c'est ça. Des investissements très spécifiques recueillent des locataires très spécifiques. Et ils ne sont pas aussi nombreux qu'un local plus banal qui est le bureau, qui peut avoir des multiples utilisateurs. Donc le bureau, ça représente encore 45% des investissements. Bien sûr, ça s'adapte à la réalité de ce qu'attendent les utilisateurs. C'est souvent aussi un marché qui, en période un peu plus difficile, c'est un marché à plusieurs vitesses. D'accord. Tout ce qui est, alors dans le jargon corps, central, sans difficulté. Alors, c'est pas forcément, le corps, c'est pas forcément Paris-Centre. Hein. Oui, bien sûr. Issy-les-Moulineaux-Centre ou Rennes-Centre. Voilà. Ces actifs-là, globalement, pas beaucoup de difficultés, hein, même si certaines entreprises diminuent leur volume. C'est plus compliqué sur des actifs un peu plus périphériques, où là, oui, plus de difficultés à trouver des locataires, pas tout à fait au même loyer. Mais globalement, c'est plutôt un marché donc, qui retrouve une échelle de valeur qu'un marché qui est en difficulté. Et on s'adapte effectivement à la... Alors, les choses sont drôles, mais on a vécu donc tout un temps le télétravail, mon Dieu, très bien. Alors, on a constaté quand même une petite vingtaine de % de réduction dans les nouvelles locations des espaces utilisés par les entreprises. On loue un peu moins grand. Un peu moins grand. Au même moment, quand même, ces entreprises disent mais si tout le monde vient, comment on peut faire? Vous louez des salles de réunion supplémentaires, un peu plus cher. Donc on se laisse de la flexibilité. L'équilibre économique est rétabli. Et puis là, c'est assez drôle quand on dit non, mais si on travaille chez nous, on consomme plus d'électricité. Et si on venait au bureau, ce serait peut-être plus simple, ou du moins payé par l'entreprise. Donc il y a aussi parfois des mouvements en sens inverse. Donc bon, et puis beaucoup de jeunes qui adorent travailler chez eux, mais qui préfèrent la centralité, venir au bureau, rencontrer leurs collègues. Donc des mouvements très divers, voilà, et on s'adapte, mais ça reste toujours un... on en parlera à la fin de l'année, notamment en lien peut-être avec la hausse des prix de l'énergie. Vous en parliez, est-ce que ça remettra en cause le télétravail? On verra ça d'ici la fin de l'année, en tout cas sur la collecte en matière d'investissement dans les fonds immobiliers. Merci beaucoup Jean-Marc Collis. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASPIM. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet d'épargne salariale, intéressement ou participation. La loi pouvoir d'achat votée en août 2022 amène quelques évolutions sur les dispositifs actuels. On a notamment vu la PEPA transformée en PPV, ou en tout cas remplacée par la PPV, la prime de partage de la valeur. On a vu également la possibilité de faire des déblocages exceptionnels en matière d'argent placé sur son épargne salariale jusqu'à la fin décembre 2022. Et
Et évidemment, cette loi a remis le sujet sur la table de la possibilité de mettre en place des solutions d'intéressement au sein des entreprises de manière plus facilitée que ce qui peut exister aujourd'hui et ce qui rouvre le débat un petit peu de la complexité de tous ces mécanismes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation. Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle donc que vous êtes également présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. On va évoquer ces sujets avec vous, mais nous avons avant cela le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai noté 3 évolutions dans cette loi pouvoir d'achat qui concernaient principalement l'épargne salariale. On va peut-être commencer avec vous, Agnès Bricard. On avait une prime dite Macron, cette fameuse PEPA. Aujourd'hui, maintenant, on a une PPV, une prime de partage de la valeur. Qu'est-ce que ça amène de plus? Qu'est-ce que ça amène de différent par rapport au dispositif existant? Alors, cette prime partage de valeur a d'abord du sens au niveau de son nom. Il faut se rappeler quand même qu'on est 3 ambassadeurs à l'intéressement, à la participation, dont Thibault Langsade, qui a beaucoup travaillé sur ce dividende salarié ou partage de valeur. Donc, on a retenu cette idée-là. Il y a François Perret aussi qui a beaucoup travaillé également. Donc, pour nous, ça donne du sens à la notion de richesse produite par un ensemble de ressources humaines, dirigeants et salariés, et il y a partage. Donc, ça donne du sens déjà. La deuxième chose, c'est que dès le 1er juillet 2022, ça pouvait s'appliquer. Oui, c'est ça, c'était rétroactif alors que la loi avait été votée en août. Oui, bien sûr. La loi est d'août, donc c'est intéressant quand même de le constater. Qu'on est quand même non plus sur 1000, mais sur 3000, donc c'est le premier changement notable. Et ça peut même aller jusqu'à 6000 si je dis pas de bêtises. Bien sûr, on peut doubler jusqu'à 6000 comme vous venez de le dire, dès lors que, il y aura un contrat d'intéressement ou dans la participation, quand on est soumis obligatoirement à la participation, on établit également un intéressement, un contrat d'intéressement, donc ça c'est possible. Et pour l'instant, en 2000, on est passé à 3000 avant d'arriver évidemment au doublement. Donc ça c'est un premier point, qu'on peut de toute façon, dans ce cas de 3000, diviser au niveau 4 fois, fractionner 4 fois, mais au plus tard verser le 31 décembre 2023. C'est-à-dire, exemple, à la rentrée, j'espère que les employeurs imagineront qu'on puisse verser dès septembre. Il y en a certains qui l'ont fait en juillet, mais très rare. Mais au mois d'août, il y en a beaucoup qui l'ont commencé à le faire. Et qu'en septembre, on voit vraiment, pour ce qu'on appelle les rentrées scolaires, les enfants et autres, on voit vraiment apparaître, pourquoi pas, 1 000 €. Voilà, je donne cet exemple-là. Et puis, le trimestre qui arrive, qui va être fin décembre, ce sont les cadeaux, ce sont, voilà, la fin de l'année, c'est la consommation. On redonne encore 1 000 €. Et pourquoi pas un dernier qui serait au moment où on part en vacances. Ça pourrait être ça, l'idée. Donc, c'est ça qui a changé. Parce que cette PPV, elle est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2023 ? Absolument. D'accord. Elle est donc exonérée dès lors que le salarié ne dépasse pas 3 fois le SMIC, c'est à peu près 4 500 € quand même aujourd'hui, avec les 2 modifications du SMIC qu'il y a eu, et la dernière donc en mai 2022, je vais partir en octobre 2021. Donc là, on a exonération des charges sociales et exonération de l'impôt sur le revenu pour ces salariés-là, et exonération de la CSG-RDS. Et dès lors qu'on est dans une entreprise de moins de 250 salariés, il n'y a pas de forfait social. Et on a vu que quand on était dans une entreprise de plus de 250, là où il y a un forfait social, jusqu'au 31 décembre 2023, il n'y aura pas de forfait social dès lors que les employés gagnent moins de 3 fois le SMIC. Maintenant, on peut aussi donner la prime à ceux qui ont plus de 3 fois le SMIC. Moi, je vois dans mon cabinet d'expertise comptable, je l'ai donné. Mais là, on paye les charges sociales pour l'employeur. D'accord. Et les salariés. On peut quand même le faire, mais effectivement, on est moins incité à le faire. C'est ça. Oui, mais dans des entreprises où des petits de 10, de 20, de 30 personnes, ça donne du sens quand même bien sûr. aussi de le donner. Benjamin Pedrini, donc directeur général d'Epsor, vous échangez régulièrement avec les entreprises, notamment dans le cadre de mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Cette PPV, elle a été accueillie plutôt positivement. Vous avez vu déjà certaines entreprises réfléchir à la mise en place de cette prime de partage de la valeur ? Cette PPV, elle a été accueillie favorablement, c'est sûr. Après, pour moi, elle ne doit pas occulter les vrais outils de partage de la valeur qui existent et que sont l'intéressement et la participation, on y reviendra, qui sont plus pérennes dans le temps et qui, au niveau des entreprises, permettent aussi de partager la valeur en fonction des résultats de l'entreprise et pas seulement de manière ponctuelle. Et donc, c'est pour ça aussi
qu'il y a des incitations spécifiques, notamment pour augmenter les plafonds de la PPV dans les entreprises qui, en plus de ça, engagerait des discussions pour mettre en place de l'intéressement, qui reste un mécanisme aujourd'hui qu'il faut, et d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard, mais qui doit être élargi dans son adoption. Mais c'est un mécanisme qui a du mal à être compris dans le sens où le fait que ce soit bloqué, par exemple, qu'il y ait des cas de déblocage anticipés, mais que ce soit bloqué, freine peut-être l'adoption. Et d'ailleurs, la loi pouvoir d'achat a permis de débloquer de manière exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année certaines sommes parce qu'il y avait ce besoin peut-être de liquidité à court terme. Par rapport à ce besoin de liquidité à court terme relatif à l'intéressement n'est pas automatiquement bloqué. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est que l'intéressement, c'est un choix du salarié de bloquer son épargne sur un horizon de temps de 5 ans, voire sur un horizon de temps retraite. Mais le salarié a la possibilité de toucher son intéressement de façon immédiate. La seule différence, c'est que s'il le touche de façon immédiate et qu'il paye des impôts, eh bien cela va rentrer dans l'assiette de son revenu imposable. Mais, et dans certains cas, on peut bénéficier d'abondements aussi mis en place par l'entreprise si jamais on le place sur des comptes bloqués. Exactement. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité aussi pour une entreprise d'inciter à l'épargne en rajoutant cet abondement auquel peuvent avoir accès les collaborateurs s'ils placent leurs primes. Agnès Bricard, un mot rapide sur ce déblocage exceptionnel. Est-ce que c'est une remise en cause finalement du fait qu'on a de l'épargne bloquée et qu'on ne peut pas l'utiliser, ou un coup de pouce précis à un instant T pour un besoin de liquidité d'une partie des Français ? Non, c'est un vrai coup de pouce, ça. Je ne voudrais pas que ce soit encore une nouvelle exception, parce que d'exception en exception, je trouve qu'à un moment, il faut se dire, écoutez, on ne bloque plus. Or, quand même, l'épargne salariale avait du sens au niveau macroéconomique, parce qu'on drainait quand même pour cette partie qu'on appelle nos retraites, par exemple, une partie importante quand même. Et donc, donner à chaque fois des exceptions, c'est donner à un moment la possibilité de dire, finalement, tout est exception, et on fait une généralité, et puis c'est fini. Donc, c'est un vrai coup de pouce qui est utile. Et ça joue évidemment beaucoup sur ces entreprises de plus de 50 salariés, je le dis. J'ai pas eu beaucoup de cas, moi, en dessous de 50 salariés, mais on nous appelle aujourd'hui dans le cadre justement de ce déblocage qui est important pour cette loi sur les pouvoirs d'achat, en faveur du pouvoir d'achat. Alors, il y a un troisième sujet qui revient quand même souvent quand on parle d'épargne salariale, c'est la complexité de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale au niveau des entreprises. Donc là, pareil, ça a été évoqué dans la loi pouvoir d'achat. Je dis évoqué parce que après, ça soulève toujours beaucoup de questions. Mais quelle que soit la décision prise, ça soulève toujours beaucoup de questions. Et on en revient toujours au même constat d'un certain nombre d'acteurs du secteur, c'est complexe à mettre en place. Et donc là, l'idée était de dire, Agnès Bricard puis Benjamin Pedrini, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va essayer de faciliter la mise en place et laisser, la responsabilité de mettre en place un dispositif comme celui-là aux dirigeants de manière unilatérale. Ça peut faciliter la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, normalement. Alors, cette décision unilatérale d'employeur, qu'on appelle la DUE pour faire simple, elle existait dans la loi Pacte, il ne faut pas oublier, mais elle n'existait que pour les moins de 11 salariés. Et dès lors, quand on finissait son premier accord, imaginons 3 ans, puisque maintenant l'accord, il faut quand même savoir, d'intéressement est passé de 3 à 5 ans, mais admettons qu'on finissait un accord, même de 2 ans, et qu'on le renouvelait, on devait revenir à l'accord groupe ou à un accord évidemment des syndicats, et ça posait un problème. Et donc, nous, les 3 ambassadeurs, on a proposé dans les mesures de simplification de faire en sorte que lors du renouvellement, on utilise aussi la DUE. Et ça a été accepté dans la loi du 12 août, enfin je dis ça de tête, pour justement constater que non seulement ça a été autorisé, et ça ce sont les pouvoirs publics qui l'ont décidé sur nos propositions, et ça a été par contre élargi aux plus de 50. Donc une bonne fois pour toutes, on n'a plus besoin de ces accords de branche agréés qui permettaient de mettre en place l'intéressement. Donc ça, c'est une mesure de simplification extrêmement importante. La deuxième, qui est aussi importante, c'est qu'on avait demandé d'avoir des accords types simplifiés d'intéressement pour les entreprises de moins de 11 et moins de 50. Qu'on les a maintenant, si on ne les a pas aujourd'hui, on les a demain, mais on les a parce que Thibault Langsade est le président de la COS. Donc on a demandé que sur le site mon-intéressement.ursaf.gouv, dorénavant se trouvent justement ces accords d'intéressement, même si certaines entreprises ont déjà imaginé. Et le troisième point tout aussi essentiel, c'est qu'on devait déposer ces accords-là dans le cadre d'un contrôle de forme à la fameuse direction départementale qui s'appelle Emploi, Travail et Solidarité, DDETS, et que maintenant on en est dispensé, on n'a plus qu'à envoyer à l'URSSAF. Donc on a raccourci les délais d'1 mois. C'est essentiel
parce que dans les petites entreprises, on ne peut pas attendre. C'est de suite qu'on essaie d'imaginer. Et puis, on n'a pas forcément les gens pour gérer toute la complexité administrative pour mettre ça. Alors, juste avant, Benjamin Pedrini, cette facilitation de la mise en place de l'épargne salariale, concrètement, quand on est au sein des entreprises, vous voyez du coup que ça permet de débloquer certaines situations, par exemple ? C'est effectivement, comme vous le disiez, toujours dans les petites structures notamment, un frein. On n'a personne qui est en charge de ce sujet-là spécifiquement, donc on n'a personne qui a vraiment la connaissance sur le sujet, et on a toujours cette impression en tant que dirigeant d'une petite structure que c'est compliqué de mettre ça en place, et donc effectivement, c'est pas forcément une demande des salariés. Parfois, c'est pas toujours très bien compris quand même par les salariés ces dispositifs. Non, c'est une demande des salariés. C'est de plus en plus une demande des salariés. C'est de plus en plus quelque chose en fait qui fait partie des packages globaux de rémunération que certains salariés voient dans d'autres entreprises. Ils ont parfois des amis qui travaillent dans des groupes plus gros qui ont accès à des dispositifs de ce type-là. Donc même dans les petites structures, ils commencent à avoir des velléités pour ce type de solution. D'autant plus dans un contexte comme aujourd'hui, où on a quand même une guerre des talents, et donc il faut les attirer et il faut avoir des packages de rémunération attractifs, et deux, dans un contexte qui est un peu plus conjoncturel à l'instant T, mais de pouvoir d'achat, et donc proposer ce type de solution, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et donc la difficulté effectivement est levée dans les petites structures avec cette DUE, parce que engager un dialogue social avec les représentants du personnel qui ne sont pas toujours présents et qui ne sont pas toujours élus dans ce genre de structure. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'accords, encore faut-il avoir des gens avec qui discuter. Exactement. D'accord, oui, bien sûr. Et cette simplification administrative aussi, on la salue, parce qu'effectivement, c'était dans les délais de mise en place un frein supplémentaire qui parfois rallongeait la mise en place d'accords d'intéressement, qui parfois aussi faisait peser une certaine crainte sur les dirigeants, parce que justement la DRETS pouvait revenir 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, en disant que l'accord qui avait été mis en place n'était pas conforme pour telle ou telle raison. Et donc là, il fallait tout recommencer. Exactement. Agnès, il nous reste quelques secondes. Vous mentionniez un petit point de blocage qui restait. Ça nous fera peut-être une ouverture pour une autre émission. Qu'est-ce que vous constatez encore comme petit point de blocage qui restait ? Un point essentiel, c'est chaque année, il faut que dès lors on bloque l'intéressement, puisque certains disent, moi je veux bien bloquer, parce qu'à un moment, il faut bien que je regarde aussi peut-être ma retraite, il faut que je regarde un certain nombre de points. Mais dès lors qu'ils bloquent, on leur envoie chaque année un relevé disant vous bloquez actions, obligations, un compte à terme, etc. Et là, il y a une méconnaissance économique. Parce qu'on ne sait pas où investir. Et il y a une méconnaissance que j'appelle économique et financière. Donc j'ai attiré l'attention de l'AMF, j'ai attiré l'attention des gestionnaires d'actifs. Et aujourd'hui, j'ai rencontré monsieur justement qui va nous en dire plus. Benjamin Pedrini. Exactement. Et effectivement, ce point-là, nous, c'est vraiment une des raisons et la raison principale pour laquelle on s'est lancé dans cette aventure chez Epsor, pour accompagner les salariés dans leur choix de placement, parce que bien souvent, ils sont perdus quand on leur donne cette somme d'argent qu'ils doivent placer. Ils ne savent pas sur quoi la placer, et donc on les aide sur ces volets-là. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor. Merci Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation et présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.